Bonjour à tous et bienvenue pour ce 5e cours de peinture avancée en période de confinement. Alors on a commencé tout un travail sur la question du contraste coloré. On se concentre donc vraiment sur la couleur et sur les mélanges colorés pendant cette période de quarantaine. J'encourage donc les internautes qui nous rejoignent à visualiser les dernières vidéos. À part la semaine dernière où on a monté un portrait en pose longue, je tiens à vous rappeler qu'on reste quand même beaucoup dans l'esquisse peinte, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir monter des couches successives puisqu'on n'a pas de temps de séchage possible. On travaille on travaille sur 2 ou 3 heures la même peinture. Donc bien sûr on travaille un petit peu la question du processus pictural, mais on se concentre vraiment sur la recherche colorée, et mon objectif est de vous faire comprendre que à chaque fois qu'on réalise une peinture, on a un parti pris coloré qui s'opère et qui doit s'opérer. Voilà, et que ce parti pris coloré, évidemment, il va changer la narration et la perception de l'œuvre en question. La semaine dernière, on a monté un portrait en pose longue en essayant vraiment d'assumer sa palette. Cette semaine, on va revenir sur la question du contraste de couleur en soi, ainsi que sur le contraste chaud-froid. Alors, le contraste de couleur en soi, c'est donc l'utilisation au sein d'un même tableau d'un jaune, d'un rouge et d'un bleu. Voilà, plus ces trois couleurs sont saturées, plus on est proche donc du couleur en soi, mais on n'est pas obligé d'utiliser des couleurs extrêmement saturées pour que ça fonctionne. Voilà, donc je voudrais vous montrer plusieurs petits exemples. On a ce premier portrait de Valentin Serov, de Maria Akimova. Et donc ce qui se passe, c'est qu'avec l'utilisation de ce contraste de couleur en soi, on a un coussin rouge, une femme qui est dans les tons jaunes et un accoudoir qui est bleu, ce qui fait que cet éparpillement du regard qui est rendu possible grâce au contraste de couleur en soi nous permet d'envisager ce portrait comme une scène. Voilà, permet d'installer aussi un décor, de donner de l'importance à ce décor autant qu'à la femme. Alors bien sûr, on se doute bien que le sujet principal est la femme, c'est elle qu'on regarde parce qu'elle a beaucoup plus de détails, parce qu'elle est au centre et parce que c'est le sujet du tableau, mais il n'empêche qu'une scène est véritablement installée. Si on regarde ce tableau, ce magnifique tableau de Bouguereau, de la Moisson, c'est exactement le même système. On a une jeune femme qui se détache d'un arrière-plan, elle-même est au premier plan et en occupe quasiment toute la hauteur. Donc encore une fois, on se doute bien quel est le sujet principal du tableau. Mais l'usage en fait du ciel très bleu et notamment de la mer qui est très bleue juste à côté de son bras, de son foulard rouge et des blés qui sont très jaunes, donne davantage l'accent sur la scène et permet au regard de se déplacer et de ne pas rester figé uniquement sur cette femme. Donc le visage de cette femme n'est pas ce qu'on a envie de regarder en premier ni en dernier. On a vraiment un œil qui circule entre le rouge, le bleu et le jaune et qui nous ramène à la scène des personnages qui sont au second plan et qui nous ramène ensuite comme une boucle vers le visage de cette jeune femme. Vous avez ici un autre tableau de Bouguereau qui s'appelle Avant le bain et qui est organisé un peu comme celui de tout à l'heure mais de manière moins saturée. Vous voyez que c'est l'usage en fait de ces trois couleurs rouge, jaune, bleu fait qu'elles se repoussent les unes les autres et qu'elles s'accordent de l'importance. Donc on est très attiré par cette bouche très rouge et par cette oreille très rouge, notamment parce qu'on a des bleus et des jaunes aux alentours. Si on regarde ce magnifique portrait de Emma Zorn par son père Anders Zorn, on est encore dans le même principe, c'est-à-dire qu'on a un châssis à l'arrière-plan qui est jaune, même si c'est désaturé. Le carton à dessin qui est dans un gris, mais qui par contraste simultané nous renvoie une sorte de bleuté violacé. Et on a cette robe qui est très rouge, ce qui fait que même si le visage est plus détaillé, le visage n'a pas plus d'importance que la scène, et c'est bien toute une scène qui est donc installée ici, et ce qui est le sujet du tableau n'est pas le visage de Emma Zorn, mais Emma Zorn en train de feuilleter des dessins dans l'atelier de son père. On peut regarder également ce tableau de Klimt, on a vraiment une sensation de jaune dans la chair, un arrière-plan rouge, un manteau bleu, et donc on récupère, enfin voilà, c'est exactement le même système. Évidemment, dans la chair, il ne se passe pas que du jaune, on a beaucoup de modulation à la fois de couleur et de valeur, mais la sensation principale qui se dégage de ce visage est une sensation de jaune. C'est le même principe encore ici avec ce tableau, donc le baiser de la mère de Marie Cassatt. Les cheveux de cette petite fille sont un orange rougeâtre, l'arrière-plan est bleuté et le vêtement de la mère est jaune. Donc encore une fois, le regard se déplace, ne reste pas figé à un seul endroit. Alors, et si on regarde ce dernier portrait de Sorolla, on a donc encore une fois le portrait d'une jeune femme, mais
tout a la même importance, ses cheveux, son visage et son vêtement. Ce soir, on s'intéresse donc au contraste de couleur en soie, mais aussi au contraste chaud-froid. Et je voudrais vous montrer donc quelques portraits qui, eux, sont organisés autour d'un contraste de chaud-froid. On va d'abord regarder ce portrait de Miss Anna Almatadema, la fille de l'artiste à nouveau. Et vous voyez que même si cette robe est très détaillée, l'intérieur l'est également, on a même des médaillons sur le mur, sur les trumeaux de la porte derrière elle. Elle tient un très joli vase, qu'elle a dû d'ailleurs tenir longtemps, ça a dû lui faire mal au bras. En tout cas, voilà, c'est très détaillé, la robe a un motif, on a plein d'informations, et pourtant, ce qui nous appelle, voilà, dans ce portrait, c'est bien le visage de cette jeune femme, c'est bien son expression, malgré tous les détails qui sont rendus dans le reste du tableau. Pourquoi? Parce que donc là, on a une organisation en contraste chaud-froid, où les seules zones chaudes quasiment sont le visage, le collier et donc les mains, et toutes les autres couleurs sont froides en comparaison. Ce qui fait que là, le tableau, même s'il est composé de multiples éléments, il est découpé en fait en deux blocs, les blocs de chaud et les blocs de froid. Les blocs de chaud avancent vers l'œil du spectateur, alors que les blocs de froid reculent et prennent moins d'importance. Ainsi, simplement par l'utilisation de ces couleurs, le sujet principal, malgré toutes les informations qu'on a dans ce tableau, reste le visage de Miss Anna Almatadema. Et si on regarde maintenant ce portrait de Sargent, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que les couleurs chaudes sont uniquement le visage, les mains et un petit peu les roses, le bouquet de fleurs qu'elle tient dans ses mains. Tout le reste est plutôt traité dans des tons froids, hein, en comparaison bien sûr, hein, puisque si vous prenez un jaune un peu verdâtre en comparaison d'un jaune orange aura l'air extrêmement froid. Ce même jaune verdâtre, si vous le mettez à côté d'un vert, il aura l'air extrêmement chaud. Donc là, je suis pas en train de dire que le vert clair qui est utilisé est une couleur froide. Une couleur est froide toujours en comparaison à d'autres couleurs. Donc en tout cas là, l'usage des verts, des bleutés et des gris sont froids à côté des tons orange jaunâtres qui sont utilisés dans la chair. Et on a bien encore ici une découpe par deux grands blocs, les blocs de froid et les blocs de chaud, ce qui fait que malgré la précision qu'on peut trouver sur la robe et les informations voilà, de brillance sur le fauteuil, le sujet principal reste bien le visage de cette femme. Voilà, il est vraiment toujours intéressant de se demander comment le regard circule dans l'œuvre. Avec ce portrait de Riépine, on est davantage dans un contraste chaud-froid, donc un contraste chaud-froid peut aussi être complémentaire. Tous les contrastes chaud-froid ne sont pas complémentaires, mais tous les contrastes complémentaires sont des contrastes chaud-froid. En tout cas ici, dans ce portrait, on a bien une chair qui est rouge et qui est encadrée par ce col qui est d'une sorte de rouge carmin. Tout le reste est dans un ton froid, donc le regard circule peu dans l'œuvre, il reste rivé sur le visage puisque le ton chaud avance. Voilà, on peut encore regarder ce tableau de Chardin, des jaunes dans les chairs, un foulard autour du cou plutôt rouge, un ruban dans les cheveux plutôt bleu. On tourne donc autour de ce visage et on a envie de regarder les détails donc du vêtement, du bonnet et du foulard grâce à cet usage du contraste de couleur en soie, ce qui ne va pas être le cas dans cet autoportrait de la tour, puisque là encore une fois les tons chauds sont uniquement dans le visage et tout le reste du tableau, enfin c'est un pastel, est dans les tons froids. Donc évidemment notre cerveau note bien l'accoutrement, mais ne s'y attarde pas, n'a pas envie d'y descendre, il est attiré immédiatement par le visage et les tons chauds utilisés dans ce visage. Pour résumer, on peut dire que ce contraste de couleur en soie permet donc au regard de sautiller dans le tableau et d'en examiner donc les éléments, voilà, et de tourner autour des éléments quand ils sont organisés par blocs de jaune, rouge, bleu, et de créer une sorte de boucle et de rebondir de bloc en bloc, alors que le contraste chaud-froid crée comme un focus sur les zones de chaud et une sorte de vision périphérique sur les zones froides. Vous savez ce que c'est que la vision périphérique, hein, c'est quand par exemple, quand on lit dans la rue, on peut avancer en lisant un livre tout en envisageant l'environnement extérieur, mais on ne voit précisément que son livre. Voilà. Donc la vision périphérique, c'est ce qu'on voit sans vraiment le voir. Voilà. Donc le contraste chaud-froid, il permet un focus et une vision périphérique, alors que le contraste de couleur en soie permet de sautiller et de se déplacer dans le tableau. Alors quand il s'agit d'un portrait,
c'est déjà pertinent, mais imaginez-vous maintenant une grande composition avec plusieurs personnages. Ça peut être extrêmement pertinent d'utiliser ce type de contraste pour pouvoir créer vraiment un déplacement de l'œil et diriger un peu l'action aussi et la narration de ce qui se passe dans la scène. Alors évidemment, hein, je vous ai déjà montré plein d'œuvres, mais je pourrais vous en montrer encore des dizaines. C'est intéressant de toujours regarder des œuvres avec aussi ce spectre-là, hein, cette envie-là de décoder un peu les couleurs qui sont utilisées. Je vous rappelle bien qu'en général, il n'y a pas qu'un seul type de contraste utilisé dans une œuvre. Là, dans les œuvres que je vous ai montrées, il y a aussi un principe de clair-obscur, notamment dans le petit portrait de la fille d'Alma-Tadema. Voilà, il peut y avoir du contraste complémentaire, il peut y avoir aussi du contraste de qualité ou de quantité. Voilà, il y a d'autres contrastes mis en œuvre, mais voilà, comprenez bien le principe et le rôle de ces deux types de contrastes, le chaud-froid et le couleur en soie. Et donc là, on part pour une petite démo d'après le portrait qui s'appelle Le Dédain de Bouguereau, dans lequel je vais essayer de mettre en pratique tout ce que je viens de vous expliquer. Alors, bien sûr, on commence par construire, soit d'abord au fusain, puis au pinceau, soit directement au pinceau. Moi, je vais assez vite, donc j'attaque directement au pinceau avec un mélange de bleu outre-mer et de terre de sienne brûlée. C'est vraiment assez compliqué, hein. Je me rends compte de travailler à plat en vue du dessus. Moi, je déforme, mais un truc de dingue. Voilà, j'ai essayé de me filmer en travaillant au mur ou sur chevalet, mais évidemment, je cache le tableau par rapport à la caméra, donc c'est un peu complexe. Donc voilà, moi j'ai un peu déformé à ma construction, là j'ai fait un peu d'anamorphose, mais en tout cas bon, vous avez les étapes et vous avez le principe, donc c'est l'idée. Nous ce soir on essaye de faire deux peintures, deux petites versions de ce portrait, ce qui fait que voilà, on a 1h30 par peinture, par esquisse peinte, donc on prend pas plus d'un quart d'heure pour construire chaque portrait. Voilà, je vais d'abord faire une première version de ce portrait avec un contraste chaud-froid. Donc l'idée, c'est que toute la chair se détache de l'ensemble de l'arrière-plan et des cheveux. Donc je vais utiliser des tons de chair plutôt classiques, du jaune ocre, du blanc de titane, une pointe de terre de sienne brûlée et une pointe de rouge cadmium que je vais légèrement désaturer. Et je vais commencer par placer mon ton moyen et ensuite monter en balancement les sombres et les clairs, les très sombres et les très clairs. Et je vais aussi utiliser des rouges un peu plus assumés dans les pommettes, dans les paupières et dans les plis de peau, puisque vous savez que à chaque fois qu'on a un contact, une sorte de pli, on récupère ce rouge comme ça assez visible. Et je vais aussi avoir une couleur un peu différente au niveau de la bouche, qui est un petit peu plus orangée. Et enfin, je vais utiliser aussi ce rouge un peu en sfumato, en contour global du visage. Voilà, et en fait, au lieu de faire un deuxième portrait, j'ai simplement transformé le premier. Je suis venue repasser sur tout le ton moyen de la chair avec un ocre jaune plus assumé. Et j'ai monté les rouges dans la bouche et dans les joues, ainsi que dans les plis de peau. Et j'ai accentué les bleus dans le vêtement, dans les cheveux et dans l'arrière-plan pour donner davantage, voilà, pour disperser davantage l'œil et donner davantage de présence à la scène et qu'on ne soit pas simplement rivé sur le visage.
J'attendais que ma joie revienne et que se meure le souvenir de cet amour de tant de peine qui n'en finit pas de mourir. Avant de me dire je t'aime, avant que je puisse vous le dire, attendez que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire. Laissez-moi, le chagrin m'emporte et je vogue sur mon délire. Laissez-moi, ouvrez cette porte, laissez-moi, je vais revenir. J'attendrai que ma joie revienne et que soit mort le souvenir de cet amour de tant de peine pour lequel j'ai voulu mourir. J'attendrai que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire, que le vent ait séché ma peine et la nuit calmer mon délire. Il est, paraît-il, un rivage où l'on guérit du mal d'aimer. Les amours mortes lui font naufrage, épave noire du passé. Si tu veux que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire vers ce pays où meurt la peine, je t'en prie, laisse-moi partir. Il faut de mes amours anciennes que périsse le souvenir, pour que libéré de ma chaîne vers toi je puisse revenir. Alors je t'en fais la promesse, ensemble nous irons cueillir au jardin fou de la tendresse la fleur d'amour qui va s'ouvrir. Mais c'est trop tôt pour dire je t'aime, trop tôt pour te l'entendre dire. La voix que j'entends c'est la sienne, ils sont vivants mes souvenirs. Pardonne-moi, c'est lui que j'aime.